Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro s'alignera fin octobre sur la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec Yann Eliès à bord d'un bateau dernier cri Paprec Arkea avant de s'attaquer à son premier Vendée Globe l'année prochaine. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu puisqu'il verra 5 pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 127e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 18 juillet, il est exactement 10h40 et nous allons parler aujourd'hui d'une course dont la première étape s'élance samedi prochain de Port-Bourgenais à destination de Guecho au Pays Basque espagnol, à savoir la Pourrou Transgascogne, réservée à la classe Mini 650. Notre premier invité est l'organisateur de cette épreuve, il est également celui de la Mini Transat. Il s'agit d'Emmanuel Versace, à pied d'œuvre à Port-Bourgenais. Salut Manu. Bonjour Axel. Nos 2 autres invités participent à cette Pourrou Transgascogne. La première en proto à bord de DMG Maurice Sailing Academy 2. Il s'agit de Laure Gallet qui est arrivée hier soir en Vendée. Salut Laure. Salut Axel. Le second en série sur le Maxi 650 Technip Energy International Coatings. Il sort tout juste de son contrôle sécu. Il s'agit d'Hugues de Prémar. Salut Hugues. Bonjour Axel. Eh bien, avant de vous donner la parole, une petite présentation rapide de cette Pourrou Transgascogne. C'est une classique du circuit Mini 650 qui se dispute tous les 2 ans, et fête cette année ses 35 ans. L'épreuve est composée de 2 étapes avec un aller-retour entre Port-Bourgenais et Guecho au Pays Basque, soit un peu plus de 600 000. Et elle a la particularité de se courir à la fois en solitaire et en double. Comme souvent, elle fait le plein cette année avec 72 bateaux au départ, 51 en solitaire, 32 en série, 19 en proto, 21 en double, 12 en série et 9 en proto. Les tenants du titre sont en solitaire Alberto Riva en série et Pierre Leroy en proto. Voilà pour cette petite présentation. Manu, est-ce que j'ai tout dit? Comment se présente un peu cette édition 2023 de la Pourrou Transgascogne? Non, mais c'est bon, t'as bien bossé, hein, Axel, hein, donc t'as tout dit. Non, elle se présente plutôt pas mal. Bah, la force de cette édition, c'est que c'est la 2e édition qu'on organise avec mon orga, donc on a un peu plus d'expérience. Port-Bourgenais, voilà, on est arrivé la semaine dernière, enfin dimanche dernier, pour commencer à accueillir les concurrents, mais voilà, pour le moment, ça se présente plutôt pas mal. Est-ce que, comme sur beaucoup d'épreuves en classe Mini 650, vous avez dû refuser du monde cette année? Il y a encore une liste d'attente? Oui, il y a une liste d'attente qui est en train de... la liste des inscrits est en train d'être finalisée. Départ est dans quelques jours maintenant, donc on a eu quelques désistements. Il y a eu un accident à l'entrée du port il y a quelques jours et du coup ça a libéré une place. Mais aujourd'hui on a encore une vingtaine de personnes en liste d'attente, ouais. En tout cas officielle. Ça veut dire que c'est pas forcément eux qui vont rentrer sur la liste des inscrits, mais en tout cas ouais, il y a une forte affluence sur cette course. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que représente un peu cette Pourrou Transgascogne dans le paysage de la classe Mini? C'est donc une course qui a lieu tous les 2 ans, qui a l'air toujours très, très prisée des coureurs.
Mais ouais, parce que le parcours Golfe de Gascogne, hein, comme son nom l'indique, donc une étape qui est piégeuse, qui peut être piégeuse. Bon là, on n'a pas une grosse météo qui s'annonce, mais bon voilà, tout de même, c'est quelques milles et surtout c'est la dernière course avant la Mini Transat. Hein. Donc, comme tu l'as rappelé, c'était Pierre Leroy avec son 1019 qui avait remporté la Pour Transgascogne en 2021. C'est lui qui gagne la Mini Transat. Ça permet, je pense, à tous les coureurs de se jauger un petit peu, de voir où est-ce qu'ils en sont sur la fin de préparation avant la Mini Transat. Quoi. Donc, c'est une course qui est assez importante de ce point de vue-là, je pense. Ouais. Hugues, alors, c'est votre, je crois, votre première participation à cette Kourou Trans-Gascogne. Qu'est-ce que représente un petit peu cette course pour vous? On va commencer par toi, Laure. Ouais, bah, comme vient de dire Emmanuel, c'est vrai que ce sera la dernière course avant la Transat. Effectivement, c'est ma première participation. Je suis arrivée sur le circuit l'année dernière et c'est une course qui a lieu tous les 2 ans, qui a lieu que les années de Transat. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de partir avec le bateau dans la config la plus proche possible de la config de la Transat pour faire un dernier entraînement en conditions réelles, en course. On a beau s'entraîner à côté, il y a rien de mieux que les conditions d'entraînement en course pour se tester, pour se jauger avec les autres, et puis pour tester des petits trucs à bord qui marchent en entraînement, mais qui ont tendance à pas trop marcher en course. Voilà, c'est les joies du bateau. Hugues, c'est la même chose pour toi? C'est vraiment une répétition, la dernière répétition avant la Mini Transat dont le départ sera donné fin septembre? Oui, tout à fait. C'est la dernière confrontation qu'on a avec le plateau qu'on aura sur la Mini Transat. Et puis, je pense qu'on a tous fait un chantier, un dernier chantier d'été en prévision de la Transat. Et c'est un peu comme le disait Laure, l'occasion de valider un peu toutes les dernières modifications. Ouais. Ouais, c'est aussi une traversée du golfe de Gascogne, donc que vous aurez sans doute que vous aurez à faire également sur la Mini Transat. Ça permet aussi de prendre ses repères, même si vous n'allez pas vers le Cap Finistère, mais plus vers Bilbao. Ouais, c'est un parcours qui est très intéressant, même si je pense que c'est des conditions un peu particulières dans le fond du golfe de Gascogne, où souvent les routages nous emmènent pas trop pour les vraies traversées océaniques. Là, je pense qu'on redoute un peu tous des conditions de vent très légères, surtout à cette saison. Donc, à voir ce que ça donnera dans quelques jours. Laure, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je pense on va peut-être un petit peu trop dans le fond du golfe de Gascogne, vers Guécho pour que, comme l'a dit Hugues, ce soit vraiment comme sur la Transat où on va viser le Cap Finistère. Après, avec Hugues, on a tous les deux participé à la SAS l'année dernière, les Sables, les Açores, les Sables, et ça c'était hyper intéressant d'aller se confronter un petit peu au Cap Finistère. On avait eu un petit peu d'air en allant aux Açores et ce sera une expérience qui sera bénéfique pour la Transat, même si elle est un petit peu plus lointaine, puisque ça date de l'été dernier. Manu, c'est une répétition générale pour les coureurs. Est-ce que, même si c'est deux courses différentes, est-ce que pour l'organisateur que tu es, qui organise également la Mini Transat, c'est aussi une sorte de répétition en vue de ce grand rendez-vous qui est attendu tous les 2 ans? Oui, tout à fait. C'est clair que pour nous, on a une partie de l'orga qui sera, notamment la direction de course, hein, donc avec Denis Hugues et Annabelle Moreau qui seront également à la direction de course de la Mini et de la Pourrou. Voilà, on avait déjà bossé avec eux en 2021, donc voilà, on se connaît. Mais bon, ça permet de rôder des choses, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que c'est deux courses qui sont vraiment différentes dans l'organisation parce que les escales sont beaucoup plus longues et voilà, la temporalité est complètement différente. Hein. Mais bon, voilà, c'est bien aussi de se remettre dans le bain. Si j'avais pas eu cette Pourrou, je serais arrivé un petit peu vert sur la Mini Transat. Donc là, ça me permet vraiment d'affiner des choses, de tester des choses, notamment sur la partie communication. Voilà, on va essayer là sur la Pourrou, on essaie des choses un peu différentes. Donc ça sert un petit peu de labo, ça sert un petit peu de mettre le pied à l'étrier. Ça sert aussi beaucoup à connaître les coureurs. Voilà, de les rencontrer, de parler avec eux. Alors j'étais passé sur la place Timo Lorient Grand Large cet hiver pour rencontrer un peu les coureurs à l'arrivée. Je suis aussi allé sur la Solomède à Barcelone pour les rencontrer également. En tout cas, les filles et les gars de la Med, pour les rencontrer, discuter avec eux parce que finalement, on fait ces courses pour eux. Hein. Les partenaires et les collectivités sont là pour soutenir ces projets, mais avant tout, c'est de leur offrir une course où ils se sentent en sécurité, où ils se sentent accompagnés et
voilà, qui c'est une question de confiance également, quoi. Donc voilà, pour nous, c'est l'orga et moi-même, ça me permet d'aller au contact avec eux, discuter. Alors ces derniers jours, j'ai pas eu trop le temps d'aller sur les pontons parce qu'on est un peu sous l'eau sur les 2 premiers jours. C'est les jours un peu intenses dans nos bureaux, mais voilà, je sais qu'à partir d'aujourd'hui et de demain, on aura un peu plus de temps de les rencontrer et de discuter avec eux, comprendre un petit peu pourquoi ils font cette expérience. Enfin, c'est une expérience d'une vie, la Mini Transat, tout le monde le sait. Donc, comprendre un petit peu leurs envies, de quoi ils ont besoin. On n'a pas toutes les infos là-dessus. De quoi, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, qu'est-ce qu'on peut leur offrir bien sûr dans la limite de nos budgets, et d'essayer d'avancer, faire également évoluer et à évoluer le les mentalités, c'est peut-être un grand truc, mais essayer d'être un peu plus à la page et d'être en contact avec eux pour justement se faire une mise à jour, un update sur comment organiser une course en 2023 et dans les années suivantes, quoi. Donc ouais, c'est important pour moi de travailler sur cette pourroue dans l'optique de la préparation de la Mini Transat et pourquoi pas sur d'autres courses plus tard, quoi. Laure, dans l'optique toujours de cette Mini Transat, est-ce que, sur cette dernière course, avant septembre, on a envie de marquer le coup, de montrer à ses adversaires qu'on est là? C'est quoi un peu l'objectif sportif pour toi sur cette Pourrou Trans-Gascogne? Non, pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas forcément pour objectif de marquer le coup. Je suis vraiment dans un objectif de vérifier que tout va bien sur mon bateau, que les petites modifications faites sur le chantier d'été sont validées. Après, c'est sûr que un bon résultat amène toujours un petit peu plus de confiance, donc c'est toujours bon à prendre, mais c'est pas l'objectif principal. Le vrai objectif, c'est la transat. Donc là, bon, même si les conditions s'annoncent pas trop costauds, l'objectif c'est quand même de pas prendre de risques inutiles pour gagner, quoi. Enfin, c'est voilà, l'objectif c'est de jouer devant, évidemment, pas de ramasser les bouées, mais il n'y a pas d'objectif de gagner à tout prix ou quoi. Mais après, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, c'est chouette d'avoir le même organisateur sur la Pourrou et sur la Mini Transat, parce que pour nous aussi, coureurs, ça nous permet de connaître les différents interlocuteurs et de mettre un visage sur un nom. Et c'est vrai que c'est agréable quand on échange avec l'orga avant la Transat de savoir un peu à qui on a affaire, qui fait quoi dans l'orga, et c'est un petit peu un poids en moins dans la tête, et tout ce qu'on peut s'enlever avant la Transat, c'est une bonne chose de fait. Hugues, de ton côté, il y a un objectif sportif important sur cette épreuve ou comme le disait Laure, c'est vraiment une épreuve de calage, de répétition, comme on le disait tout à l'heure? Un peu comme le disait Laure, c'est sûr que l'objectif, c'est avant tout de valider toutes les modifications qui ont été faites. Moi, je vois aussi un deuxième objectif qui est de renouer un peu avec la stratégie au large. Donc on a été plus habitué sur les courses d'avant-saison à avoir des bords relativement courts entre deux marques. Là, on a vraiment le temps d'affiner des trajectoires et d'avoir des réflexions qui sont plus celles du large. Donc pour ça, c'est une bonne répétition avant la transat. Et enfin, c'est sûr qu'un bon résultat serait bienvenu pour cette dernière course avant la transat. Manu, je le disais en introduction, la particularité de cette Pourrou Trans-Gascogne, c'est qu'elle se court à la fois en solitaire et en double. Pourquoi maintenir ce format, sachant que derrière, l'objectif principal de la saison pour la majorité des coureurs, c'est la Mini Transat en solitaire? Écoute, pour être tout à fait transparent, c'était dans le cahier des charges quand j'ai récupéré la Trans-Gascogne. Donc, je me suis pas trop posé la question. Après, moi j'aime bien ce format un peu mixte. Je trouve que ça change un peu, perso. Donc, je vais pas le changer de sitôt. Je pense que t'as Laure et Hugues qui sont là pour, comme ils ont très bien expliqué, pour s'affiner, pour affiner les réglages, pour fiabiliser encore un peu plus, pour travailler sur les trajectoires et compagnie. Après, t'as quand même une population qui est là aussi pour faire une belle course d'été, quoi. Et ça, t'en as aussi en double. Voilà, t'as un petit peu cette population-là. Et je pense que ça fait partie aussi de l'ADN de la Mini. Hein. Je pense que t'as aussi ça. Ça fait partie aussi de l'histoire de la course. Donc, j'ai plutôt envie de garder ce format-là pour ces questions-là.
Après, voilà, c'est clair que je te cache pas que c'est un peu plus compliqué à vendre pour la presse. Tu sais bien que c'est toujours un peu compliqué de dire, oui, mais en fait, d'expliquer qu'en fait, il y a pas, c'est pas que du solitaire, il y a pas que du double, il y a les deux, et en plus, il y a une catégorie serrée et proto. C'est pas simple. Mais bon, je m'en fous un peu. Je pense que ça fait partie de l'histoire de la course et je vois pas. En fait, je trouve que c'est sympa d'avoir les deux formats. Ça fait plus de monde sur les pontons aussi. Je trouve ça chouette. Et notre partenaire Pourrou, eux, ils trouvent ça sympa donc aussi. Donc voilà, il y a pas, on se pose pas trop de questions à ce niveau-là. Après, ça laisse aussi la possibilité à certains coureurs. Je pense à Geoffrey Morel et à Marie Gendron. Quand Marie, elle était en liste d'attente assez loin, elle a essayé, elle pensait qu'elle pouvait y arriver, mais elle était vraiment loin. Donc elle s'est dit, je vais quand même la faire avec Geoffrey comme il y a en 2021. D'ailleurs, ils sont lauréats de l'édition 2021 en proto double. Donc voilà, tu as plusieurs configurations possibles. Ça laisse à pas mal de personnes en double, tu vois, qui pouvaient pas y aller en solo, de le faire en double. Voilà, je trouve ça sympa. Je pense qu'on va le garder. Et ça se passe très bien pour le moment. Donc il n'y a pas de raison de changer ça pour le moment. Hugues et Laure, vous avez un peu un parcours similaire dans le sens où vous êtes arrivés tous les deux en classe mini l'année dernière avec cet objectif de Mini Transat 2023. Hugues, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la voile de compétition et à choisir la classe mini? Alors la Mini Transat, c'est une course qui me faisait rêver depuis assez longtemps, depuis mes débuts sur le petit voilier familial où je naviguais un petit peu en solitaire. Donc déjà ça me branchait pas mal le solitaire. Et après j'ai eu l'occasion de naviguer sur différents supports, surtout en équipage. J'ai fait pas mal de match racing, des Tours de France à la voile en Diam 24. Et en fait, je préparais le Tour 2021, si je dis pas de bêtises, en Diam 24 avec l'équipage de Dunkerque, qui finalement, avec le Covid, ça a été annulé. Et donc là, j'ai décidé d'essayer de lancer un autre projet, plus en solitaire, pour des simplicités, enfin plus de simplicité dans l'organisation et logistique. Et donc la Mini, c'était assez parfait pour ça. Et donc j'ai commandé un maxi que j'ai eu à l'été 2020, 2021, ouais, c'est ça. Et donc avec les premières courses en 2022 et l'objectif de la Transat en 2023. Donc ça a été un parcours assez compliqué parce qu'on sait que le circuit est de plus en plus demandé par les coureurs et qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire la Mini Transat. Mais aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts pour y aller, donc c'est super. Tu as toujours navigué? Tu es d'une famille de navigants ou comment tu es arrivé par la voile au début? J'ai commencé à naviguer pendant mes vacances scolaires. Moi, je suis originaire de Paris. Et non, on n'a pas de culture de la voile de compétition dans la famille, mais moi, ça m'a tout de suite fasciné. C'est un sport qui est basé principalement sur les sensations, quand même, ce qui me plaît beaucoup. Et après, tous les paramètres à gérer pour réussir un projet voile, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, donc je m'y retrouve très très bien. Et aujourd'hui, tu es 100% dédié à ton projet ou tu as une profession à côté? Tu es étudiant? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en parallèle? En fait, j'ai la chance d'avoir mon sponsor, donc enfin un de mes deux sponsors, Technip Energies, qui est aussi mon employeur, et on a réussi à bien s'arranger pour organiser mon temps de travail. Et en fait, j'ai pris un congé sabbatique depuis janvier dernier, et je recommencerai à travailler en janvier prochain. Je suis architecte naval en fait pour cette entreprise. D'accord. Laure, est-ce que tu peux nous raconter toi ton parcours? Comment tu es arrivé à la voile et comment tu es arrivé à la classe mini en particulier? Ouais, moi je viens d'une famille de voileux, de régatiers. Mes parents régataient sur les circuits de la Trinité en Jode 24 quand j'étais petite. Donc du coup je suis un peu tombée dans la marmite étant petite et après moi j'ai fait surtout de la voile en loisir pendant très longtemps. En fait toute ma scolarité c'était un loisir, mais je voulais pas faire de compétition. À l'époque, la compétition, j'y suis venue pendant mes études. Et puis après, donc je régatais pendant mes études en SB20. J'ai fait du J70 aussi, et j'avais quand même envie de faire du large. La classe qui m'attirait vraiment à l'époque, c'était le Figaro, et c'est toujours une classe
qui m'attirent et c'est vrai que le mini constituait un peu une bonne porte d'entrée, je trouvais, pour accéder à des bateaux plus gros. Et quand l'opportunité s'est présentée avec la DMG Maurice Sailing Academy, donc ils ont lancé un appel à candidature pour recruter un skipper, bah voilà, j'ai candidaté, j'ai remporté les sélections et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la classe mini. Mais c'est à la base pas vraiment moi qui ai monté le projet comme Hugues a pu le faire sur son projet. D'accord, donc est-ce que tu peux nous raconter justement comment ça s'est passé cette sélection, et quel est un peu le principe de cette académie, lancée par, DMG Mori? Ouais, donc l'idée de l'académie lancée par DMG Mori, DMG Mori, c'est une équipe qui est engagée sur le Vendée Globe autour du skipper japonais Kojiro Shiraishi. Et Kojiro, il aimerait que la voile, la course au large se développe un petit peu au Japon, faire de la formation de jeunes skippers japonais. Et donc, il a décidé de lancer cette académie et de fil en aiguille, ils se sont dit que ce serait bien d'avoir non pas un, mais deux bateaux et d'avoir un skipper japonais et un skipper d'ailleurs dans le monde. Donc moi, je suis le skipper d'ailleurs dans le monde et il y a un deuxième bateau de la DMG Mori Sailing Academy qui est skippé par un jeune japonais, Federico Sanpei. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né ce projet. Vraiment, le but premier, c'est de développer la course au large au Japon. Et après, voilà, d'avoir un autre skipper. Alors, il voulait aider un jeune ingénieur, puisque je suis ingénieur de formation, à se lancer aussi en course au large. Donc voilà, et les sélections, bah, ça a été voilà, une série d'entretiens, une journée sur l'eau, quelques petits ateliers techniques. Et il y a eu pas mal de candidatures quand même. Je crois qu'il y a eu à peu près 200 candidatures. Donc c'est une sélection qui a eu pas mal de succès. Et bah, aujourd'hui, je pense que c'est une formule qui est vouée à continuer puisqu'on a déjà sélectionné des skippers qui feront la Transat 2025 et même au Japon, ils commencent à parler de la Transat 2027. Donc c'est une structure qui est amenée à être pérennisée dans le temps et ça c'est plutôt chouette parce que c'est une opportunité qui est géniale, quoi. Et est-ce qu'il existe des passerelles entre vos projets avec Federico et le projet de Kojiro? Est-ce que vous travaillez de temps en temps un peu sur le projet IMOCA avec Kojiro? Ouais, bah, cet hiver, moi j'ai fait un petit peu de bureau d'études, pas beaucoup parce que j'étais aussi occupée avec le chantier d'hiver de mon bateau et on sait que le premier chantier d'hiver sur un proto, il y a pas mal de mises au point à faire après une saison. Et puis Federico, lui, a travaillé. En fait, il travaillait déjà avant de commencer le projet mini avec Kojiro en tant que préparateur sur l'IMOCA, donc il connaît déjà bien le bateau. Et cet hiver, bah, pareil, il a travaillé un petit peu sur l'IMOCA en tant que préparateur. Donc voilà, en ce moment là, on est vraiment depuis que la saison de régate est relancée, on est 100% sur nos projets mini. Mais effectivement, on travaille quand même de temps en temps avec l'équipe quand on a le temps. Manu, qu'est-ce que t'inspire un peu les profils de Laure et de Hugues qui viennent de raconter leur parcours? Lui architecte naval, elle ingénieure, et qui se lance sur un projet mini. Est-ce que c'est un profil finalement un profil un peu «type» entre guillemets qu'on retrouve, sur la classe mini 650 aujourd'hui? Bah, t'as vraiment différents profils. Après, c'est vrai que Laure et Hugues ont des beaux profils de coureurs. Après, voilà, je pense que si tu les as invités, c'est qu'ils font partie des favoris aussi, que ce soit pour eux d'un mini transat. Mais clairement, voilà, c'est deux beaux profils. Il y en a des similaires. Après, c'est vrai que t'as beaucoup de coureurs en mini. Hein. Tu vois, t'as vraiment beaucoup de types de profils différents. T'as aussi des amateurs hein, ça existe encore, hein, notamment en Méditerranée. Il y en a dans l'Atlantique, t'en as moins en moins, mais ils existent encore quand même. Ce que j'ai retrouvé, c'est que voilà, ils sont vraiment dans la moyenne d'âge, Laure et Hugues, hein. La moyenne d'âge de la mini est jeune, hein, clairement. Pour eux, ils sont la boîte pour eux, ils s'en étonnent. J'ai dit, bah oui, bah c'est la mini, hein, c'est comme ça. C'est pas une autre classe où ils sont plus âgés. Là, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est rafraîchissant, c'est sympa de bosser avec des jeunes. C'est aussi pour ça que j'aime bien bosser avec la classe mini. Et voilà, t'as des profils très intéressants d'ingé comme Laure et Hugues, mais t'as d'autres profils comme Grégoire Chéron, voilà, qui vient de la com, comme à l'époque Pierre-Yves Letrou, qui était aussi journaliste. Voilà, t'as vraiment des différents profils et qui sont là
pour s'y mettre un peu, la course au large, et je trouve ça génial, quoi. Donc, tu as vraiment des profils vraiment différents, atypiques, variés, avec quand même une tendance forte pour des ingés, parce que ça reste quand même un sport mécanique, hein, ça c'est clair. Après, tu m'as pas posé des questions sur le parcours, Axel, je suis un peu vexé. Eh ben vas-y, parle-nous de ce parcours alors. Non, non, je plaisante, je veux pas, non, j'aime pas trop parler de moi, mais voilà, non, ben moi, je suis à la base, je suis journaliste, hein, tu le sais bien. Oui, on sait bien. Euh, on sait bien, donc ouais, ben, j'ai bossé, j'ai fait 11 ou 12 ans de carte de presse à France 24 et au journal Le Monde, et voilà, j'ai suivi la voile depuis pas mal d'années, et voilà, j'ai pris une année sabbatique en Polynésie française en 2015, qui était pas si sabbatique que ça, parce que j'ai monté un équipage avec Théva Plichard, avec qui on a fait le Tour de France à la voile 2016-2017, et on a eu des beaux résultats. Donc voilà, moi je m'occupais de toute la partie terre, donc logistique, communication, relations presse et relations partenaires. Et on avait fait 7e et 2e des tours 2016-2017, et on a enchaîné avec l'organisation du Grand Prix Pacifique des Jeux en Diam 24 en Polynésie française, et c'était une expérience géniale. Il y avait 9 bateaux sur ligne de départ avec Cheminée Poujoula, Le Cerf Genève, enfin voilà, avec l'équipe de Damien Ayel, avec Aurélien Ducrot, enfin voilà, et c'était Benjamin Amiot. Voilà, on avait une des plus belles courses que j'ai organisées, c'est clair. Et après, Covid, et derrière, j'ai récupéré la Pourou pour 2021, et qui a été ma première course en mini, et me voici, comme disait Général de Gaulle. Donc voilà, donc c'est un, voilà, c'est comme on parlait des parcours atypiques, et ben moi je pense que j'en suis un petit peu un aussi. Mais voilà, je pense que tout le monde a son parcours, et qu'il soit atypique ou pas, voilà, on est tous là parce qu'on partage, je pense, la même passion de la mer, de la voile, et des femmes et des hommes qui font partie de ça. Je pense que voilà, je pense c'est la même chose qui nous drive dans la vie, et en tout cas tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec la course au large et le bateau en général, parce que voilà, il y a aussi l'inshore, mais voilà, il y a le offshore, mais il y a aussi l'inshore, et voilà, c'est des personnes voilà qui sont intéressantes. Moi, c'est voilà, voilà, c'est vrai qu'en tant que journaliste, on passe de très bons moments à parler avec des hommes et des femmes de la mer, et ça se passe un peu moins fréquemment avec d'autres sports. Mais clairement, c'est ça qui aujourd'hui voilà, me donne envie et donne du plaisir à organiser des courses de bateau pour toutes ces personnes-là qui naviguent. Hugues, alors, votre autre point commun, c'est que vous avez obtenu assez rapidement des résultats sur le circuit mini. Hugues, on va commencer par toi. Je crois double vainqueur en titre de la mini en mai. Cette année, tu fais quatrième de la Pornichet Select, troisième du trophée Marie-Agnès Perron, vainqueur récemment de la Calvados Cup 1 avec Damien Fleury. Comment tu expliques ces résultats si rapides? Tu avais vraiment en tête une progression aussi rapide? Comment tu t'es organisé d'un point de vue sportif pour mener ce projet? Oui, c'est vrai que d'un point de vue résultat, c'est un projet qui s'est plutôt bien passé jusque-là. La saison a quand même pas été des plus faciles, parce que je commence la Pornichet Select avec une collision avec un pêcheur, et uniquement une petite semaine pour réparer le bateau entre la Pornichet Select et les mini en mai, donc ça a pas été simple cette entrée de saison. Mais malgré tout, oui, les résultats sont très positifs. Je pense que, enfin, comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a énormément de paramètres sur un projet de course au large. Et je pense que la préparation du bateau, c'est un des points importants. J'ai beaucoup travaillé sur les voiles également avec le groupe Incidence, et je pense qu'on commence à avoir un jeu de voile bien abouti. J'ai aussi la chance d'être soutenu par deux sponsors qui me soutiennent énormément, et je pense que ça aide beaucoup pour être performant, plus le temps que j'ai réussi à me dégager dans mon travail. Donc ça fait déjà beaucoup de points qui aident à avoir un projet réussi. Et je pense qu'enfin, le fait d'être basé à Lorient, d'avoir un encadrement comme celui offert par Laurent Grand Large, plus un coach exceptionnel, Tanguy Le Glatin pour ne pas le nommer, ça fait beaucoup de boosters pour réussir à avoir de bons résultats. Est-ce que pour toi, on peut parler de projets quasi professionnels? Tu disais, tu as 2 sponsors, tu ne fais que ça. Est-ce que c'est un projet, c'est plus qu'un projet amateur, ton projet aujourd'hui? Oui, je pense que la classe mini a vraiment tendance à se professionnaliser. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, quand je montais mon projet, je me disais, mais
qu'est-ce que peuvent bien faire ces ministres qui sont à plein temps sur un projet mini. Après tout, c'est juste un bateau de 6,50 m à préparer. Finalement, il y a vraiment de quoi y passer 100% de son temps, faire des grosses journées de travail. Et aujourd'hui, je considère ça comme une activité presque professionnelle. Ouais, tu peux nous donner une idée du budget de ton projet sur les 2 années? Ça revient à combien à peu près? Je peux pas te donner de chiffres précis, mais je pense qu'aujourd'hui, en budget de fonctionnement pour 2 saisons, pour un projet performant, je pense qu'il faut au moins être à 80 000 € de budget. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Laure, toi aussi, tu as obtenu très rapidement des résultats sur ton proto David Raison. Victoire sur la Plastimo Lorient l'année dernière avec Rémi Aubrin, victoire sur le trophée Marie-Agnès Perron. Cette année, je crois que tu fais quatrième sur la Plastimo Lorient, deuxième Pornichet Select, deuxième trophée MAP, cinquième Mini Fastnet avec Mathis Bourgnon. Toi aussi, comment tu expliques un petit peu ces bons résultats si rapides alors que tu débutes sur le circuit? C'est vrai que l'année dernière, c'était vraiment une grosse surprise parce que c'était mes 2 premières courses en mini que je gagne, et notamment sur la Plastimo, même en naviguant avec Rémi Aubrin, qui est très bon, et c'est lui qui a dessiné mes voiles. Bah, en fait, la Plastimo l'année dernière, c'était la toute première navigation du bateau, quoi. On avait mis le bateau à l'eau une semaine avant la course, maté la veille du départ, et on n'avait pas du tout eu le temps de naviguer, quoi. Enfin, on n'avait jamais hissé la grand voile le matin du départ, donc de gagner cette course, c'était vraiment une très très grosse surprise à laquelle moi je m'attendais pas du tout. Et puis ça s'est confirmé sur le trophée map. J'ai pas vraiment d'explication. Je pense que j'ai la chance d'avoir un bateau qui a été bien construit, qui a été construit en interne au sein de l'équipe DMG Mori, et qui a été bien construit, qui va vite. Et puis après, voilà, moi j'avais un petit peu d'expérience déjà sur pas mal d'autres types de bateaux, donc j'ai pu m'adapter assez rapidement. Et cette année, c'est un petit peu moins de la chance, on va dire. C'est plus le travail de l'hiver qui paye. Pareil que Hugues, je suis basé à Lorient, donc on a de la chance d'avoir la structure de Lorient Grand Large, d'être entraîné par Tanguy Le Glatin, qui a un œil assez aguerri sur les réglages des voiles, les réglages des appendices, et enfin vraiment de manière très complète. C'est vraiment lui qui nous apprend à bien faire marcher nos bateaux, donc sur les choix de voile aussi. Et c'est vrai que c'est un tout qui fait que ça a bien marché cette année. Je pense que l'année dernière, il y avait une part de chance, un petit peu la chance du débutant. Et cette année, voilà, en solo, je fais 2 places de deuxième qui étaient à chaque fois très serrées avec le premier. Et voilà, je pense que c'est vraiment le travail de l'hiver qui paye bien, et ça fait plaisir. Et est-ce que le fait d'être dans une écurie avec deux bateaux identiques et deux marins qui préparent le même projet, est-ce que ça tire vers le haut? Vous tirez la bourre avec Federico Sampei? Je pense qu'avec, enfin, en toute honnêteté, avec Federico, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. On n'a pas le même passé aussi. Lui, il navigue depuis beaucoup moins longtemps puisqu'il a commencé à naviguer je pense, 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Il est pas né sur des bateaux. Il a pas, puis il a peut-être un petit peu moins le goût de la compétition, donc on s'entraîne pas tant que ça ensemble finalement. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de proto-raisons. Il y a le 1019, il y a de Federico Waxman, il y a le 1050 de Marie Gendron, qui sont basés aussi à Lorient. Il y a le 967 de Victor, qui est basé à Concarneau, mais avec qui on s'est pas mal entraîné aussi cet hiver. Et c'est vrai qu'on manque pas de proto-raisons qui sont pas identiques, mais quasiment identiques pour s'entraîner et aller se tirer la bourre. Voilà, avec Marie et Federico Waxman, on s'est pas mal tiré la bourre là aux entraînements, donc c'est vrai qu'on se tire vers le haut pas mal tous les trois, mais je pense un petit peu plus avec Marie et le 1019 qu'avec Federico du 1046. Et ce choix du proto, c'est DMG Mori qui l'a fait ou on vous l'a proposé d'entrée ou est-ce qu'il y aurait eu éventuellement la possibilité de faire du bateau de série? Alors la possibilité de faire du bateau de série avait été étudiée au moment où ils pensaient faire un projet à un seul bateau pour un skipper japonais, parce que c'est vrai que là il y avait une grosse marche pour attaquer directement en proto. Et finalement, ce qui a penché dans la balance du proto, je pense que c'est le fait qu'en série ça devient difficile de se qualifier, d'avoir des places sur les courses.
En proto, c'est un petit peu plus facile, quoique ça va commencer à devenir compliqué, je pense, pour le cycle 2025. Enfin, je pense aussi que le sponsor a poussé pour un prototype parce que DMG Mori, c'est un industriel qui fabrique des machines d'usinage et le prototypage, c'est dans leur ADN aussi. Donc voilà, du coup, je pense que il y a plusieurs raisons, il y en a pas qu'une, mais je pense que le fait que ce soit compliqué de se qualifier en série a joué dans la balance. Après, moi, j'étais pas encore chez DMG Mori au moment du choix, puisque au moment où j'ai été sélectionné, les bateaux étaient déjà en construction. Et puis il y avait le fait aussi de construire des bateaux en interne, puisque les bateaux ont été construits dans le hangar DMG Mori à Lorient par les techniciens de l'équipe. Donc ça c'est chouette aussi de se dire que les bateaux ont été construits de A à Z en interne au sein de l'équipe. Aujourd'hui, il y a pas mal de proto-raisons, hein, tu le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les autres plans? Est-ce qu'il y a des bateaux plus ou moins performants? On a même des bateaux à foil, hein, notamment le Nicomatic de Caroline Boule qui vient de gagner une course sur le circuit mini. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux du plateau en proto? Le niveau il est assez élevé cette année en proto. Effectivement, je crois qu'on est 7 ou 8 plans raison qui sont pas tous rigoureusement identiques. Je pense que la plus grosse différence qu'il y a, c'est le 1068 et le 1069 de Thaïs Lecam et Julien Letissier, les frérots qui sont des prototypes plan raison, mais qui ont été construits dans les moules du Maxi chez IDB Marine. Donc avec toutes les caractéristiques d'un prototype, mais la carène du Maxi, quoi. Donc ça, c'est la plus grosse différence. Après, ils ont les mêmes dérives que nous, ils ont la quille pendulaire, ils ont des ballasts, le bateau est en carbone, enfin voilà toutes les caractéristiques d'un proto. Et les autres plans raison, oui, il y a des différences parce que au fur et à mesure des numéros, David Raison a apporté quelques petites améliorations, mais il y a pas de différence majeure. Les bateaux sont quand même relativement identiques. Et après, ouais, c'est vrai qu'en dehors des plans raison, il y a, comme tu l'as dit, il y a le 1067 de Caroline Boule, Nicomatic, qui peut très très bien marcher à certaines allures. Même si je pense que ils vont manquer un petit peu de temps de développement et de compréhension du bateau d'ici la Transat. Et puis il y a aussi Carlos Manera, le 1081, qui est aussi un bateau à foil et qui marche bien, qui a gagné la Mini en mai cette année, qui a gagné la Fastnet aussi. Ouais, il y a quand même du beau monde. Il y a Jacques Delcroix sur un vieux bateau, le 753, qui a gagné la Porniche Select cette année et qui a la capacité de venir mettre un petit peu son petit grain de sel dedans sans être favori non plus, parce qu'avec un pointu, ça devient difficile au portant et au reaching de lutter contre les bateaux à Néron, mais il navigue super bien, le bateau est bien préparé, donc ouais, il y a quand même du monde qui peut jouer devant. Je pense qu'il y a une grosse dizaine de bateaux qui peuvent prétendre à un podium sur la Transat et c'est chouette, ça ouvre le jeu, donc voilà, ça met un petit peu de piment dans l'histoire. Clairement, clairement. Hugues, même question que pour Laure. Est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux aujourd'hui des forces en présence en série? Toi, tu joues les premiers rôles, mais quels seront un peu tes adversaires principaux et les bateaux peut-être, parce que là aussi il y a différents plans, il y a des plans raison, des plans vecteurs et autres. Quels sont un peu les différents favoris à la fois sur cette Kourou Trans-Gascogne et sur la Mini Transat dans 2 mois? Alors c'est une question assez compliquée parce qu'il y a aujourd'hui le plateau il est vraiment très serré. Il y a énormément de prétendants pour les premières places et on le voit bien aux arrivées de course. Les temps d'arrivée sont vraiment très serrés dans les 10-15 premiers. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, si on parle un peu de bateaux, je pense qu'il y a deux bateaux qui sont un peu qui sont toujours sur le devant de la scène. C'est les Maxi 650 de David Raison et les Pogo 3 qui sont des plans Verdier. Et après, si on devait donner quelques noms, je pense qu'en maxi, les bateaux qui marchent très bien, ça va être ceux de Gaël Poupon, Ulysse David, qu'on a un peu moins vu cette saison, mais qui est toujours présent. Adrien Simon, je dirais aussi Léo Potorel, Félix Auberlé, Jamie Latassin, c'est des noms qu'on retrouve souvent dans les premières places. Et après, il y a quelques P3 qui marchent aussi toujours très bien, que ce soit Thomas André, qui est très rapide, Bruno Lemunier ou encore Damien Fleury.
Et ce qui est terrible aussi, c'est que là, je viens de parler de personnes qui font la Transat 2023, mais on a déjà vu cette année des coureurs qui préparent la Transat 2025 et qui ont déjà bien trusté les podiums. Je pense notamment à Paul Cousin et à Maury Guérin qui ont été assez impressionnants cette année. Oui, parce qu'on prépare de plus en plus en amont cette mini transat, notamment en raison de l'encombrement sur les listes d'attente. Justement, Manu, on va parler de cette mini transat qui s'annonce donc fin septembre des Sables d'Olonne. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de cette mini transat, comment elle se présente cette édition 2023? Bah écoute, tu sais, moi j'ai pris cette mini transat en cours, hein, dans des situations qui étaient dans une configuration et un contexte pas simple. Écoute, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que partie mer, on est bien, quoi, hein. On a, comme tu disais justement, des inscrits. Voilà, qui ont très envie d'y rester, une liste d'attente qui ont très envie d'y entrer. On a un dispositif en mer qui est calé avec météo. Enfin voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais voilà, on est calé sur cette partie-là. Là où c'est un peu plus compliqué, où c'est sur toute la partie terre, voilà, où c'est compliqué. Voilà, il y a rien de très compliqué dans la vie, hein, si on relativise. Mais voilà, ça, en tout cas, on est dans une position aujourd'hui qui nous permet de dire que la course, bien sûr, va partir. On est dans des bonnes conditions. Et voilà, on espère de faire un petit peu mieux avec le temps qui nous était imparti, qui était pas non plus, qui était quand même très serré. Donc voilà. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on commence à sentir que la pression monte de plus en plus là-dessus. Sur la partie organisationnelle bien sûr, mais aussi sur l'aspect tous les autres aspects, quoi, hein. Donc voilà, il faut l'idée c'est voilà c'est faire de l'échelle, hein, c'est-à-dire c'est pas la pour roue, c'est la mini transat, donc on est obligé d'avoir plus de staff, plus de personnes et plus de management, donc voilà, c'est ça que ça veut dire aujourd'hui, hein. Non, après voilà, la chance que j'ai dans l'organisation de cette mini transat, c'est que voilà, il y a des personnes comme Aurélie Barga à la com, comme Denis Hugues à la direction de course, Annabelle à la direction, Annabelle Moreau à la direction de course, qui sont là et qui ont fait plusieurs mini transats par le passé. Donc je suis quand même bien entouré de gens professionnels et avec qui on s'entend bien. Donc c'est quand même c'est le principal. Maintenant, voilà, il y a plus qu'à, hein. Maintenant, on avance petit à petit de l'échéance et on essaie de mettre un pied devant l'autre, hein, de faire, voilà, d'être le plus sérieux possible, de pas faire trop d'erreurs pour cette première édition qui, encore une fois, a été organisée dans des conditions pas simples. Mais voilà, et j'ai aussi le soutien plein et entier de la classe Médicis 50. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus qu'important, c'est primordial. Et donc, voilà, de se sentir soutenu comme ça, c'est quand même très bien, quoi. Oui, pour rappeler le contexte, hein, on rappelle que ta société a pris le relais de celle de Marc Chopin, décédé en fin d'année dernière et à qui on peut d'ailleurs dédier cet épisode. Est-ce que justement, au point de vue un peu budgétaire, ça a été compliqué à monter ce projet? Est-ce que tu as des partenaires à tes côtés? Alors pour répondre à ta question, alors avant de répondre à ta question, je voulais juste te dire que c'est clair que Marc Chopin, que je vais être tout à fait honnête, hein, je vais pas m'inventer une amitié avec lui, on se connaissait très peu, voire enfin quasiment pas. On va remettre un prix de la combativité Marc Chopin au projet qui aura voilà montré le plus de courage et le plus d'abnégation sur la prochaine mini transat. Pas en rapport pas en rapport avec la performance sportive mais extra sportive, voilà quoi. Donc ça c'est quelque chose voilà qui a été discuté avec la classe mais également avec Nathalie Chopin, son ex-épouse et son fils Alex Chopin. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais mettre en place et voilà ce que je remettrai moi-même à la remise des prix à l'issue de cette édition 2023. Sur la question budgétaire, voilà, nous on avait quand même le soutien plein et entier de les Sables Agglo, du département Vendée et de la région Pays de la Loire, mais également cette année de la Carle, donc qui est la communauté d'agglo de la Riviera du Levant en Guadeloupe, alors bien sûr en travaillant avec la ville de Saint-François. Voilà, ça c'est quand même c'est très, très important parce que sans eux c'est pas possible. La Palma, bien sûr, Santa Cruz de la Palma, donc qui est la ville et l'île La Palma,
nous soutiennent depuis le début, hein, donc ils sont vraiment très contents de nous accueillir pour cette escale. Donc voilà, c'est clair qu'on a les institutionnels qui sont à nos côtés, les collectivités qui sont à nos côtés. Maintenant, voilà, on est en train de finaliser avec la boulangère, donc qui est en train de revenir sur la mini transat. On n'a pas tout à fait terminé, donc on doit se rencontrer dans les demain. Donc voilà, tout ça c'est en cours. C'était très compliqué comme situation parce que voilà, on sait qu'en termes de budget, on a des incompressibles. On sait que pour faire partie d'une course, il faut autant de budget. Je veux pas trop en parler là parce que voilà, bon, ça reste un peu confidentiel parce que voilà, c'est un peu en cours. On fera peut-être un bilan si tu veux à la fin de la mini transat sur la partie budget pour que tout le monde sache un petit peu combien ça coûte de faire une course. Hein. Moi, bon là, comme j'ai dit, j'étais journaliste là-dessus, donc pour moi, la transparence c'est quand même important. Il faut que tout le monde sache le prix et la valeur des choses. J'ai rien à cacher, mais pour le moment, on est en pleine préparation, donc je veux pas trop en parler pour le moment. Mais voilà, en tout cas, ça, on avance, voilà, on espère en tout cas pour moi qu'on va rester, focus d'abord sur la course et les coureurs. Pour moi, c'est le plus important parce que voilà, je veux pas je veux pas donner de budget encore une fois, mais voilà, je pense que c'est important de dire que le premier principal partenaire aujourd'hui, ça reste les inscriptions des coureurs. Donc ça, c'est important de le dire sur cette édition-là en tout cas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Bon, même si on respecte tous les autres partenaires, mais voilà, il faut aussi comprendre qu'il y a une échelle au niveau des actionnaires, on va dire, de cette édition. Et aujourd'hui, voilà, mon objectif, c'est encore une fois de réussir et de terminer avec sur cette édition 2023 et encore mieux avec le sourire. Donc voilà un petit peu nos objectifs pour cette année d'édition 2023. Et combien de partants le 24 septembre des Sables d'Olonne ? 90 partants. C'était la jauge qu'avait ouvert Marc Chopin en 2021. Je crois qu'ils étaient arrêtés à 81 ou 82, je sais plus, un chiffre un peu comme ça, et que finalement il a ouvert jusqu'à 90. Alors c'est une question qui m'a été beaucoup posée au tout début, surtout à la publication de la liste des inscrits. C'était est-ce qu'on peut ouvrir la jauge à plus ? C'est une question. Il y a deux questions là-dessus. Enfin, il y a deux réponses à donner. Une, d'abord gestionnaire et logistique, et la deuxième, c'est philosophique. En termes de gestion, c'est un gros gap à franchir, à passer 90. Déjà 90 bateaux, c'est du lourd, quoi. Hein. Les gens, voilà, les gens qui me demandent d'ouvrir à plus, faut vraiment qu'ils se rendent compte que c'est pas juste des bateaux qu'on envoie en mer et qu'on récupère à l'autre bout du monde, enfin à l'autre bout de l'Atlantique, quoi. C'est pas le Vendée Globe, quoi. Là, c'est une course où avec une escale, avec de la logistique de personnes, ça veut dire que la direction de course doit avoir une personne de plus. Enfin voilà, c'est plus des bateaux accompagnateurs parce qu'on cite souvent que le nombre de bateaux partants, mais il y a aussi 7 bateaux accompagnateurs qu'il faut également gérer, quoi. Donc c'est pas anodin, quoi. La question philosophie, donc ça c'est une question et aussi financière, c'est-à-dire que les frais fixes augmentent d'un coup fortement parce que voilà, il faut gérer toute cette logistique, et après il y a une question de place, quoi. Des ports qui peuvent accepter de plus de déjà 90 bateaux. Voilà, si on fait tous les ports français, les ports aux Canaries et les ports de l'autre côté de l'océan, dans les Antilles, et notamment dans les Antilles françaises, il y en a pas des masses, hein. Donc voilà, ça c'est une question, voilà, très 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 terre à terre. Et après une question philosophique, c'est est-ce que la mini transat a vocation à avoir plus de 90 bateaux? Est-ce qu'on a la vocation à avoir 100, mais pourquoi pas 110, 120, 130? On voit bien que sur la route du Rhum, il y a 138 bateaux au départ. Voilà, pourquoi pas. Ils ont fait, après c'est l'esprit de la route du Rhum a toujours été ça, c'est-à-dire de surpasser un peu tout le monde, que ce soit sur la taille des bateaux. Bon, je vais pas ressortir tous les bateaux gigantistes dans le gigantisme des années 80-90, mais voilà, aujourd'hui les ultimes c'est quand même des grosses unités, plus le nombre de bateaux. On voit que c'est vraiment dans l'ADN de la route du Rhum, mais c'est très bien. Moi je suis pas là, je fais pas partie de ceux qui crachent sur ces sports en disant qu'ils sont devenus trop gros et trop encombrants. Pas du tout. Je pense que voilà, ils ont c'est leur philosophie, c'est l'ADN de la course de la route du Rhum, mais aujourd'hui l'ADN de la mini transat, pour moi, organisateur des éditions en tout cas 2023 et 2025, c'est pas d'aller sur ce terrain-là. Maintenant, voilà, la question est est-ce que la mini transat
c'est très compliqué parce qu'on voit qu'il y a un succès mais qui est énorme. Et l'idée c'est pas forcément de décourager les gens qui ont envie de faire de la course au large et de leur dire bah non en fait il y a plus de place, trouve une autre série, va en Figaro quoi. Aujourd'hui je pense que je suis là pour dire ben aussi oui la Mini Transat c'est une course qui est hyper importante parce qu'elle a son histoire. Elle est, c'est voilà, c'est on a tous envie, enfin en tout cas, j'imagine que ceux qui font la mini transat et qui font des transats en général, ils ont envie de se dire un jour, bah moi aujourd'hui j'ai traversé, enfin hier j'ai traversé la transat, l'Atlantique à la voile quoi. Et je pense que de dire ça, c'est ben voilà, ça reste à vie, c'est des choses qu'on racontera, qu'ils raconteront à leurs enfants, voire petits enfants. Et c'est quelque chose de génial. Maintenant, voilà, est-ce que, notamment, je pense en Méditerranée, qui est aujourd'hui un peu monopolisé par les Espagnols et les Italiens, un peu moins maintenant, mais voilà, est-ce qu'il faudrait pas rebooster un peu la Méditerranée pour essayer, pas de concurrencer à mi-transat, on le fera pas parce que comme je l'ai expliqué, mais pourquoi pas créer une course qui soit aussi attractive, pas un petit peu moins attractive, mais qui soit assez attractive pour dire, bah merde, putain, cette année je peux pas faire la mi-transat, je vais faire une course en med qui soit sympa. C'est une idée. Maintenant, voilà, c'est des pistes que avec ce que j'aime bien évoquer avec des coureurs pour voir un peu comment ce qu'ils en pensent. Et je pense, voilà, on peut pas, voilà, on peut pas décevoir autant de monde tout le temps. Je pense que voilà, il y a des cycles, ok, mais ouais, je pense que c'est important aussi. C'est pour ça que j'essaie de parler un peu aux skippers pour voir un peu bah, quelles sont leurs envies. Est-ce que c'est d'attendre 2 ans, tu vois, tu disais. Je crois Hugues, tu parlais des gars qui bah déjà ils avaient du niveau pour 2025, mais tu vois s'il y a trop de place jusqu'en 2025, est-ce qu'ils vont pas déjà positionner en 2027? On est dans une logique un peu Vendée Globiste en fait. Donc est-ce que voilà tout ça c'est des questions que pas seulement la classe doit se poser, mais les coureurs, les organisateurs, la Fédé aussi. Je pense que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse à trouver des réponses et pour pas bloquer tout le monde en disant bah non en fait on n'y arrive plus, on arrête ou on bloque. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à aller voir et à discuter. Bon, il y a de quoi débattre. Hugues, justement, toi, quand tu t'es lancé, sur ce projet, est-ce qu'il y avait une inquiétude chez toi de ne pas pouvoir, aller au bout, et de disputer cette mini transat? Oui, c'est sûr qu'il y avait une inquiétude. Après, j'avais quand même l'avantage d'avoir du temps de dégager pour faire un maximum de courses et ma qualification sur l'année de 2022. Mais c'est sûr que le point que j'avais identifié, c'est qu'il fallait absolument que je participe à la course des Sables et Açores en 2022 pour pouvoir accéder ensuite à la Transat. Et que ça nécessitait un timing sans faute sur les premières courses. J'étais obligé de faire ma qualification dès début avril, finir la Pornichet Select et la Mini en mai pour être dans les premiers inscrits au Sable des Açores. Et si j'avais eu un seul pépin sur l'un de ces 3 événements, mon projet aurait pris une autre tournure. Et l'autre point, c'est que chaque année, on se retrouve à faire des listes de vœux pour accéder aux courses de saison et qu'il faut réussir à être assez fin stratège sur ces listes de vœux parce on a vu des personnes qui ont dû mettre fin à ce projet Transat juste parce qu'ils avaient mis les mauvais numéros sur les mauvaises courses sur cette liste de vœux et qu'ils n'ont pas pu organiser leur projet comme ils voulaient. Ouais, ouais, c'est Amélie Grassi, ancienne présidente de la classe mini, qui parlait qui comparait ça à Parcoursup. C'est vraiment de la stratégie. Laure, pour après cette Kourou Transgascogne, comment va se passer la préparation finale de la mini transat? Quelles vont être les priorités pour toi d'ici le 24 septembre? Bah, juste après la Kourou, moi j'ai encore un deuxième petit chantier à faire sur le bateau. Donc je vais voir pour pas le faire moi-même et pouvoir prendre un petit peu de repos parce que là la saison a bien enchaîné. Ça va être déjà ma cinquième course cette saison là depuis début avril avec la Kourou. Donc voilà, essayer de prendre du repos pour arriver bien reposé sur la transat et puis les quelques semaines avant la transat renaviguer, continuer à m'entraîner, mais rien de spécial. Je pense que voilà le gros du travail a déjà été fait, donc l'idée c'est de tout faire pour arriver le plus serein possible et avec une job list réduite au minimum pour les pontons des sables. On sait qu'on est en sport mécanique, il y a toujours des choses à faire sur la job list, mais voilà, l'idée c'est d'essayer d'anticiper au maximum tout ce qui pourrait se passer, et puis
Et puis voilà, ça va bien se passer. Ouais. Et quelles sont tes prétentions sportives sur cette Mini Transat? Moi j'aimerais bien sur la Transat faire un podium. Enfin voilà, je vais pas me cacher que j'y vais plus pour faire de la performance que pour faire une aventure. Et je trouve ça génial que certains y aillent pour l'aventure et d'autres y aillent pour la perf. Ça fait plusieurs types d'histoires à raconter différentes et c'est ça qui fait aussi que la Mini Transat est une chouette course. Après, bah voilà, je sais que pour un podium, ce sera pas facile parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même du monde qui peut jouer devant et donc ça va batailler très très fort. Cette année, on a vu des écarts qui étaient très serrés sur les arrivées de course en proto qu'on voyait pas du tout l'année dernière ou même sur le cycle 2021 où il y avait peut-être deux trois bateaux qui jouaient devant et il y avait toujours des écarts énormes. Tanguy Bourroulet qui il mettait un caramel à tout le monde à pas mal de courses. Donc du coup, voilà, cette année, on a vu des écarts qui étaient très serrés. Ça va batailler presque comme chez les séries, hein, finalement. Donc ça, c'est chouette. Enfin, quand on est régatier, c'est ce qu'on cherche. Ouais, c'est de la régate au contact et ouais, ça va être une belle course de toute façon. Effectivement, le jeu semble plus ouvert que les saisons précédentes en proto. Hugues, de ton côté, objectif podium également? Non, j'ai vraiment du mal à me prononcer sur les objectifs sur cette course parce que c'est la course vraiment au large. On a des données météo qui sont quand même assez précaires. Donc, je pense que sur une transat comme ça, tout peut arriver. Autant je me mettais vraiment des objectifs sur les courses d'avant-saison, autant là sur la transat, l'objectif numéro 1 c'est de finir. Deuxième objectif c'est de prendre un maximum de plaisir parce que c'est quand même 15 jours de portant, donc faut en profiter. Et bah forcément, un très bon résultat serait bienvenu, mais j'y vais sans me mettre trop de pression. Pour finir, Hugues, on va continuer avec toi. Est-ce que ce projet aura une suite? Est-ce que après cette mini transat, tu vas peut-être retourner travailler chez Technip Energies comme tu le disais, mais est-ce que la course au large fait partie de ton avenir? Est-ce que tu as envie de continuer? Et si oui, est-ce que tu te fixes des objectifs, des supports? Alors la suite, ça va être de retourner travailler à Paris tout début janvier. Donc voilà, retour à mon travail d'architecte naval. Après, c'est sûr que c'est un projet qui m'a beaucoup plu, mais qui demande aussi énormément d'énergie. Donc je pense que ça me fera beaucoup de bien en tout cas de reprendre les activités professionnelles. Et on verra par la suite les opportunités que je peux avoir. Mais en tout cas, le futur proche, c'est de retourner travailler. Bon, et ton mini est déjà vendu, pré-vendu? Eh ben, écoute, j'ai profité de ce podcast pour faire une petite annonce commerciale parce qu'il est aujourd'hui en vente. Voilà. Bon, eh ben, s'il y a des apprentis ministres qui veulent se lancer sur la Mini 2025 et qui veulent un bon 650 et qui contactent Hugues de Prémar. Laure, de ton côté, est-ce que le projet avec DMG Maury Sailing Academy se poursuit au-delà de cette Mini Transat? Bah je sais pas encore. On discute un petit peu, mais voilà, je sais pas encore ce qui se passe pour la suite. Je le saurai Tu n'as pas probablement encore pas. de visibilité sur le plus long terme. Donc on verra. Moi je sais ce dont j'ai envie pour l'après-mini transat, mais il y a rien qui est fait pour le moment. D'accord, et quelles sont tes envies? Bah moi c'est la classe Figaro qui me fait rêver depuis longtemps et là j'aurais envie de passer en Figaro, retourner faire un petit peu de monotypie après mes années SB20 J70 et puis je pense que le Figaro c'est un circuit qui m'attire. Je pense que c'est une super classe pour apprendre et que les apprentissages seront très complémentaires de ce que j'ai pu apprendre en proto pendant ces 2 années en mini. Eh bien, très bien. Eh ben, merci tous les trois d'avoir répondu à mon invitation. On vous souhaite à tous une bonne Kourou Trans-Gascogne et une bonne préparation finale de la Mini Transat, que ce soit pour vous, coureuses et coureurs, que pour toi, Manu, organisateur. Quant à nous, on se retrouve dans un mois, le mardi 22 août, pour un épisode qui sera consacré à la solitaire du Figaro-Paprec. Pause Report ne s'arrête pas pour autant cet été, puisque nous vous proposerons pendant 4 semaines la rediffusion d'épisodes de la saison 2022-2023. Bonne journée, bon été à tous et on se retrouve donc le 22 août pour un numéro consacré à la solitaire du Figaro-Paprec. Au revoir. Merci, Axel. Merci Axel, au revoir. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!